Bon, déjà, je me présente parce que tout le monde me connaît pas forcément ici. Du coup, moi, je m'appelle Cécile et je milite à Révolution Permanente depuis 2016. Et avec d'autres camarades, on s'occupe notamment du collectif de Du Pain et des Roses. Et j'écris pour la section genre et sexualité de Du Pain et des Roses. Aujourd'hui, je vais amorcer tout de suite mon topo, du coup, qu'on avait intitulé Intersectionnalité et théorie de la reproduction sociale, ou féministe pour les 99%, peut-être vous connaissez plus. Débat avec, du coup, ces théories féministes contemporaines qui sont assez, surtout pour ce qui est de l'intersectionnalité et de la question du travail reproductif, qui sont un peu des théories par lesquelles beaucoup de personnes de la jeune génération en fait commencent à s'intéresser au féminisme. Moi, pour point de départ, vous avez déjà dû, dans les topos d'hier, même au plénier d'hier soir, voir un peu comment on caractérise la situation, mais que depuis 2008, on est dans une situation, un contexte général d'instabilité, de retour de la lutte des classes, et dans laquelle on voit émerger une nouvelle génération qui se positionne de façon importante sur différents terrains. Quand on parle de cette nouvelle génération, c'est aussi, c'est vous, c'est les gens qui sont dans cette pièce. Et du coup, d'un côté, depuis 2016, on a des cycles, des révoltes et des moments intenses de lutte des classes dans plein de pays, que ce soit en France, avec les Gilets jaunes, avec la réforme des retraites, que ce soit au Chili ou dans un tout tas d'autres pays, mais aussi des mouvements sociaux, que ce soit le mouvement féministe, que ce soit le mouvement écolo, que ce soit le mouvement antiraciste. Et je voulais commencer par dire que ces deux phénomènes ne sont pas du tout étanches. Pour illustrer ça, par exemple, aux États-Unis, on voit que la génération Black Lives Matter qui s'est mobilisée contre l'antiracisme aux États-Unis est la même, pour une partie, c'est les mêmes jeunes aujourd'hui, du coup des jeunes racisés, pour une partie aussi LGBT, qu'on retrouve dans la génération Union, du coup pour expliquer qu'est la génération qui aujourd'hui lutte pour le droit à se syndiquer en fait aux États-Unis. Vous avez dû voir à Amazon, à Starbucks, et qu'en fait il y a ça que j'entends par en gros que ce n'est pas étanche entre ces deux phénomènes. Et du coup, ils luttent notamment pour que, à la fois le droit de se syndiquer, mais aussi défendre la question des oppressions sur leur lieu de travail, avec aujourd'hui la question notamment du droit à l'avortement, qui est la grosse attaque récente qu'il y a eu aux États-Unis. Qui dit émergence d'une nouvelle génération, dit émergence de nouvelles idées, et dit aussi, du coup, recherche de réponses théoriques, politiques et stratégiques. Une partie de cette nouvelle génération cherche à se saisir des différentes dominations, du coup patriarcales, sociales et antiracistes, et à les penser conjointement. C'est ainsi en fait que, c'est dans ce cadre que du coup le concept d'intersectionnalité il est mobilisé par les acteurs des luttes, mais si c'est aussi un terme aussi connu, c'est aussi qu'il est utilisé par la gauche réformiste et néo-réformiste qui cherche à s'adresser à cette jeunesse. Une sénatrice américaine démocrate qui s'appelle Kirsten Gillibrand a ainsi déclaré en 2018 que le futur était féminin et intersectionnel. Du coup, une sénatrice, vous voyez, très connue, qui est hyper relayée et tout. Et plus récemment, la figure de Francia Marquez, qui est une avocate afrodescendante et écoféministe, est en fait la vice-présidente en Colombie d'un gouvernement de gauche pluriel, et elle défend la construction d'une gauche traversée par l'intersectionnalité. Et en face à ça, on a du coup les réactionnaires aussi qui ont contribué grandement à populariser l'intersectionnalité parce que en France c'est très visible, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis où il y a une guerre au cultural studies, au wokisme, à l'intersectionnalité, où on oppose ceux qui seraient en gros les intersectionnels à l'universalisme, les séparatistes face à ceux qui défendent la nation, l'égalité, l'unité nationale, etc. La problématique intersectionnelle, ça s'accompagne aussi de la mobilisation de tout un tas de notions que vous devez connaître ici, comme le privilège blanc ou le privilège de classe, d'une réflexion sur la déconstruction de ces privilèges à l'échelle individuelle ou collective, ou encore de la question surtout de la représentativité et de la visibilité des secteurs opprimés de la société sous l'angle de la politique de la diversité et des quotas, que ce soit dans les gouvernements, les entreprises, etc.
L'autre débat qui est important, et qui existe, et l'autre question qui intéresse beaucoup la nouvelle génération, ça a émergé au sein de la nouvelle vague féministe qui existe depuis 2015, et notamment autour du 8 mars qui existe depuis 2017 et qui est une date, en fait, une journée de grève féministe internationale, qui touche à la question du travail domestique ou reproductif. Je définirai ensuite qu'est-ce que c'est précisément, on en parlera profondément dans le topo, qui touche à la question du travail salarié, aux travaux que réalisent les femmes sous le capitalisme, mais aussi à la famille hétéropatriarcale. Les théoriciennes de la reproduction sociale sont liées aussi dialogue avec les théoriciennes de l'intersectionnalité sur le fait, elles reconnaissent leurs apports sur le fait de penser les oppressions ensemble, mais en fait, elles montrent que l'intersectionnalité échoue à expliquer pourquoi ces oppressions multiples existent et sont reproduites sous le capitalisme. Ces nouvelles générations militantes dont on parle, elles découvrent l'intersectionnalité ou la reproduction sociale, souvent via des lectures de féministes contemporaines, que ce soit des plus libérales, même aujourd'hui dans plein de manuels, quels qu'ils soient, on parle d'intersectionnalité, dans les podcasts, etc., jusqu'à des féministes plus radicales, telles que les écrits de Silvia Federici, Virginie Despentes, Judith Butler, Audre Lorde, Bell Hooks, Françoise Vergès, ou encore les militantes intellectuelles du féminisme pour les 99%, comme Nancy Fraser ou Cynthia Rosa. Dans ce panorama, du coup, ce qui saute aux yeux, c'est que le grand absent, c'est le féminisme marxiste ou socialiste, dont moi je voudrais aujourd'hui montrer qu'en fait c'est celui qui permet d'une part d'envisager l'articulation entre les différentes dominations, du coup patriarcale, raciste, sociale, mais d'envisager du coup l'articulation des dominations entre elles, et surtout qu'il peut d'autre part penser stratégiquement leur renversement. Cette nouvelle génération, à travers du coup les autrices là que je vous citais juste avant, elles découvrent, parce que ces autrices parlent en fait du marxisme, de Marx, parfois même du communisme, et souvent dans ces écrits aussi, les marxistes sont souvent caricaturés et malmenés. Ils sont accusés de dogmatisme, d'économicisme, de nier ou reléguer au second plan la question des oppressions. Et ce qui nourrit ces critiques est principalement le choix par ces autrices d'assimiler le stalinisme au marxisme. La déformation du marxisme par le stalinisme, combinée à l'offensive néolibérale, selon la classe ouvrière, et la classe ouvrière et la lutte de classe n'existe plus, ça a conduit à la fois au recul des organes du mouvement ouvrier et surtout à un divorce en fait entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe. Et en fait, moi, je voulais juste insister dans l'introduction pour dire que cette séparation entre le mouvement ouvrier et le mouvement féministe, en fait, est quelque chose en fait qui est assez récent, qui date des dernières décennies, mais qui n'a pas été toujours le cas. Et que c'est dans la période dernière d'offensive néolibérale, ces 40-50 dernières années, que le mouvement ouvrier et le mouvement féministe se sont séparés. Du coup, il existe un héritage du féminisme marxiste et socialiste dont on se revendique et qui va nous permettre de comprendre les limites de l'intersectionnalité ou de la théorie de la reproduction sociale et de voir comment ça permet de dépasser, entre guillemets, ces deux théories pour dessiner une troisième voie qui nous permettent surtout de penser quelles sont nos tâches politiques en fait, dans la période pour penser le renversement de la société dans laquelle nous vivons. Pour commencer, du coup, la problématique intersectionnelle, comme je le disais dans l'intro, elle est utilisée à tout va, quoi, et en réalité, il s'agit d'une notion qui peut recouvrir différentes choses. D'abord, on va revenir sur comment cette problématique a émergé, ensuite sur ce qu'elle est devenue dans les années 90-2000 sous l'offensive néolibérale, et enfin, aujourd'hui, le retour d'une intersectionnalité qui est plus subversive et ses limites. Pour l'intersectionnalité, en fait, il faut remonter aux années 60 pour comprendre dans quel contexte politique et pourquoi a émergé cette préoccupation pour l'intersectionnalité et surtout, du coup, une grande préoccupation sur le combat à la fois contre le capitalisme, le patriarcat et le racisme. En effet, du coup, dans les années 60, suite aux mouvements sociaux pour les droits civiques des personnes noires, pour les droits des femmes et pour les personnes LGBT, il y a une frange de militantes féministes noires qui commencent à s'organiser indépendamment pour défendre les intérêts des femmes afro-américaines, pauvres et LGBT. L'un des collectifs les plus connus s'appelle le Combahee River Collective et il est fondé en 1974 à Boston.
Et ces militantes, du coup, militaient avant dans le mouvement aussi de libération noire, beaucoup d'entre elles, et elles se revendiquent de l'héritage du féminisme noir, du coup beaucoup lié à la question de la lutte des femmes noires pendant la période esclavagiste, et elles se revendiquent aussi du socialisme et du communisme. Elle formule en fait une critique intersectionnelle des mouvements de libération noire et de la deuxième vague féministe dans un contexte de radicalisation politique. À l'époque, du coup, les années 60, c'est 68, c'est la guerre au Vietnam, etc. Si en fait elles se disent pas intersectionnelles, en réalité les militantes du black féminisme font partie a posteriori des premières instigatrices de cette question. Elles ne se retrouvent pas du coup dans les courants politiques majoritaires à l'époque qui sont le marxisme du coup mais le stalinisme et de l'autre côté le féminisme radical. Pour la question du coup dans un premier temps elles ne se retrouvent pas dans le stalinisme qui est en fait la politique majoritaire des partis révolutionnaires stalinisés depuis la fin des années 20 et qui en fait ont contribué à réhabiliter une idéologie misogyne et qui ont réduit les droits des femmes à ceux des femmes travailleuses ainsi que amené à un recul hyper important par exemple sur la question des droits LGBT. Et ça c'est une critique importante et que nous on partage en fait sur cette question du stalinisme. Ensuite, elle critique aussi en fait le féminisme hégémonisé de l'époque qu'il est par le féminisme radical. Et c'est aussi une critique qu'on partage, parce que ce courant à l'époque, ce féminisme radical, interprète en fait les contradictions sociales à travers l'opposition entre les classes sexuelles, ce qui amène en fait à donner une priorité absolue au système de domination patriarcale au détriment en fait des autres oppressions. Et du coup, elles remettent en question la prééminence de l'oppression de genre sur l'oppression de race et de classe, et elles combattent, du coup, ces féministes, du coup, noires, etc., socialistes, combattent, en fait, ces tendances aussi à la guerre des sexes, du coup, classe d'hommes contre classe de femmes, qui se sont renforcées dans le féminisme des années 70. Et aussi, c'est important, elles ont soutenu que toute forme de détermination biologique de l'identité peut conduire à des positions réactionnaires, ce qui est aussi très important parce que du coup c'est toute la question de l'essentialisme autour de la question du sexe, etc. Et enfin, elle formule une critique des organisations de libération noire, dont je vous ai dit dans lesquelles elles avaient milité, à la fois celle qui est l'organisation féministe noire bourgeoise qui était la National Black Feminist Organization, mais aussi les organisations noires inspirées de la stratégie de la guérilla urbaine telles que les Black Panthers qui délaissaient la lutte contre l'oppression de genre ou sexuelle. Pour ce qui est de la question du marxisme, elles se revendiquent en étant en accord avec la théorie de Marx en ce qui concerne les relations économiques, mais elles estiment, pour les citer, que l'analyse devait aller plus loin afin que nous puissions comprendre notre situation économique spécifique comme noire. Il convient aussi de noter que malgré toutes ces qualités en termes de critique à la fois du stalinisme, à la fois du féminisme radical, dans la pratique, déjà elles sont nées pas forcément au cœur en fait des moments de lutte, mais plus, vous voyez, 74 c'est quand même un peu après même des révoltes en fait très importantes aux États-Unis, et qu'en fait ça c'est que leur tâche militante, en fait, malgré qu'elles disent elles parlent de révolution socialiste, en fait ça s'est beaucoup limité à des tâches d'autoconscience, de discussion, d'ateliers d'autoconscience et de lutte pour les droits concrets des femmes noires dans les quartiers. Mais du coup avec une limite en fait sur le flou stratégique qui fait que elles avaient dans la pratique elles ont peu pu peser sur la réalité et du coup incarner une réelle troisième voie. À partir des années 70 et du coup surtout dans les années 80, ces phénomènes du coup d'insubordination et du coup les éléments les plus radicaux aussi des années 60 ont été déviés sur le terrain des institutions. Du coup, il y a eu beaucoup de droits démocratiques qui ont été arrachés par des secteurs opprimés, des travailleurs. Bon, voilà, on pense, vous savez, au droit à l'avortement, etc. Mais certains, en fait, secteurs adaptés au régime bourgeois ont commencé à défendre la perspective d'un changement et de la société de l'intérieur par une réforme des institutions. Et il faut voir que, du coup, le concept d'intersectionnalité formulé comme tel, et ça, certains doivent connaître, mais du coup, par Kimberlé Crenshaw, qui est une juriste américaine qui a formulé le terme en 1989, c'est dans ce contexte d'offensive néolibérale et d'institutionnalisation du féminisme. Et cette juriste américaine, elle dénonce donc l'incapacité des institutions, et notamment celle de l'institution judiciaire, à penser conjointement les oppressions de race, de genre et de classe,
dont sont victimes les femmes noires des classes populaires, et par conséquent leur incapacité à rendre justice à ces femmes. Ça apparaît du coup, l'intersectionnalité, ça permet d'être une catégorie pour identifier et complexifier les expériences de discrimination que vivent toute une partie de la population au quotidien, mais dans le but d'établir une nouvelle jurisprudence qui permet de réguler des conflits sociaux et des situations d'oppression. Vous voyez que par rapport à ce que je décrivais juste avant, l'intersectionnalité prend du coup un nouveau sens, parce qu'il n'y a plus du coup l'horizon de la transformation radicale de la société qui n'est plus à l'horizon, et c'est cet horizon collectif et d'émancipation et l'équité au profit de la multiplication d'identifiés différenciés, et c'est ça qui pose les bases de commencer à lutter pour des politiques de reconnaissance pour rendre visibles en fait des secteurs qui seraient au croisement de ces multiples oppressions. Sans la dimension du caractère structurel des oppressions et sans lecture de classe, les tâches politiques se limitent à dénoncer les privilèges de classe, les privilèges de genre, les privilèges de race, et aussi à la déconstruction individuelle de ceux-ci, ou encore à la représentativité des groupes opprimés dans les institutions ou les gouvernements. Du coup, tout en reproduisant une logique libérale, cela ne permet pas, en tout cas, de s'attaquer au système d'exploitation capitaliste et donc aux racines matérielles des oppressions. Et du coup, enfin, pour revenir sur aujourd'hui le retour dans le contexte dans lequel revient la problématique intersectionnelle, aujourd'hui, elle revient à la fois dans sa compréhension la plus libérale, mais jusqu'à sa compréhension la plus radicale. Les interrogations qui sont toujours d'actualité sur comment articuler race, genre, classe, comment unir aussi les femmes opprimées blanches et racisées entre elles, comment unir les femmes prolétaires avec les hommes prolétaires, comment unir les travailleurs racisés avec les ouvriers blancs, en réalité, au-delà d'un constat plus sociologique, ne trouvent pas de réponse et manquent en fait d'une stratégie. Le problème, ça vient du fait que le féminisme de l'intersectionnalité ne parvient pas en fait, à expliquer la dynamique d'ensemble entre l'exploitation capitaliste et les oppressions. C'est-à-dire que même si sur le papier, elles prétendent que des oppressions distinctes sont liées, elles sont en fait traitées comme des systèmes distincts qui s'entrecroisent ou s'entremêlent dans un espace assez indéfini. La question des oppressions est envisagée de manière anhistorique et en mettant surtout sur le même plan aussi oppression et exploitation. Et du coup, là, je vais juste revenir sur notre définition même de ce qu'on considère comme étant l'oppression et qu'est-ce qu'est l'exploitation. C'est-à-dire que l'oppression, pour nous, ça désigne déjà l'utilisation de différences pour discriminer un autre groupe social. Et pour les marxistes, l'oppression patriarcale, elle est antérieure au système capitaliste, mais le système d'exploitation est venu transformer, reconfigurer et renforcer à un niveau historique et mondial l'oppression des femmes et des personnes LGBT. Le rapport de classe, lui, n'est pas une oppression. Ça ne veut pas dire que les travailleurs ne sont pas opprimés et que ne sont pas opprimés, mais le rapport d'exploitation, c'est avant tout le rapport entre deux classes antagonistes, une relation qui consiste en l'appropriation de l'excédent du travail de la majorité de la classe des travailleurs par la classe qui possède les moyens de production. Et ce système de production obéit à la recherche de l'accumulation du profit et a eu besoin de consolider, nourrir, scientifiser l'oppression patriarcale et raciste. C'est la compréhension du coup de cette articulation entre exploitation et patriarcat, la différence entre exploitation et oppression, qui permet d'envisager une stratégie qui a pour objectif d'en finir avec la division de la société en classes pour détruire les bases matérielles sur lesquelles reposent les oppressions. Du coup, pour synthétiser un peu, la limite de la problématique intersectionnelle est donc de ne pas arriver à donner une vision unitaire totale de l'articulation entre les différentes dominations et de ne pas considérer comme central le rapport de production. Et en réalité, cette critique et ces limites de l'intersectionnalité, c'est à la fois nous, en tant que féministes marxistes, qui le partageons, mais aussi, en général, en fait, les féministes marxistes, et notamment les féministes de la théorie de la reproduction sociale, et du coup, dites les féministes pour le féminisme des 99%. Du coup, je vais dire quelques noms. Yacine Zarouza, Titi Bhattacharya, Nancy Fraser. En gros, c'est toutes celles qui ont écrit le manifeste pour les 99% que vous avez peut-être lu. Et elles proposent de répondre aux faiblesses de l'intersectionnalité justement par cette théorie de la reproduction sociale et qu'elles appellent, pas non plus par hasard, la théorie unitaire. Elles aussi tentent de trouver une troisième voie qui répond au fait de vouloir de la critique à la fois du marxisme ouvriériste, du stalinisme, et à la fois aussi du féminisme radical qui oppose une classe d'hommes à une classe de femmes, et elles dans la perspective de ce qu'elles appellent, pour les citer, une insurrection mondiale.
leur volonté première, et qui est une bonne démarche, c'est d'essayer de réhabiliter le marxisme face justement aux détraqueurs du marxisme qui s'appuient sur la version stalinisée et ouvriériste du marxisme, en disant voilà, que le marxisme ne s'intéresserait pas aux questions d'oppression qui sont considérées comme secondaires, mais aussi ne penserait pas la question de la reproduction. C'est-à-dire qu'en gros, les marxistes penseraient uniquement à la question de la production, etc., et n'auraient pas pensé cette question en général de la reproduction de la société capitaliste. Elles défendent que la reproduction et la production forment une totalité sociale et que c'est dans la sphère de la reproduction que se cristallisent les contradictions les plus intenses, les plus fortes du capitalisme. La première théoricienne de la théorie de la reproduction sociale, dont je pense que vous allez entendre parler dans les prochaines années, c'est Lise Vogel, qui est une féministe marxiste anglophone et qui a écrit un ouvrage de référence qui cherche à penser du coup cette imbrication entre les systèmes d'exploitation capitaliste et l'oppression patriarcale. Son ouvrage publié en 1995, il s'intitule « Marxisme et l'oppression des femmes vers une théorie unitaire » et il sortira bientôt là en octobre aux éditions sociales. Du coup, on tient une table de la librairie là à l'entrée et du coup, il sera bientôt aux éditions sociales. Du coup, vous pourrez le lire en français. Et du coup, les féministes des 99%, Cynthia Arruza, Bata Sharia, Susan Ferguson, elles se réclament de Lise Vogel. Et elles s'appuient sur la théorie de la reproduction sociale pour expliquer qu'aujourd'hui, le travail, une partie du travail de reproduction est à la fois un travail rémunéré, mais aussi un travail salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à la fois les femmes qui continuent d'exercer en majorité le travail domestique, etc., mais aussi toute une partie de ce travail qui est rémunéré. On pense aux soignantes, aux éducatrices, aux nourrices, aux femmes de nettoyage, et que ce soit dans le public et dans le privé. L'extension du travail reproductif salarié et non salarié leur permet d'expliciter pour elles, du coup, le point de jonction entre à la fois les femmes blanches pauvres et les femmes pauvres racisées, mais aussi de mettre en valeur la puissance révolutionnaire de 99% des femmes, de par leur position dans le processus de reproduction et de production. Ça se veut, tout ça, une réponse théorique à l'intersectionnalité, mais aussi, en fait, à prendre position au sein d'un débat qui existe aussi depuis longtemps dans le mouvement féministe et le mouvement marxiste, qui est la question du débat sur la question du travail reproductif et qui touche à la question de comment ces tâches sont prises en charge dans la société capitaliste, à la nature aussi de ce travail et d'un point de vue plus stratégique à comment faire en sorte que ces tâches ne reposent plus majoritairement sur une partie spécifique de la population, c'est-à-dire les femmes. Et la position, en fait, en réalité, la plus connue, je pense que vous serez d'accord, c'est que c'est pas forcément celle des féministes pour les 99%, mais c'est celle de Silvia Federici et de Marisa Della Costa, qui ont écrit tout un tas de livres. Et Silvia Federici, c'est une des féministes qui est le plus lue en Europe et notamment en France. Et elle théorise en fait que le travail reproductif, lui, le travail reproductif produit de la plus-value. Selon elle, il a une valeur marchande au même titre que le travail salarié. Tandis que les féministes marxistes, du coup celles de la reproduction sociale et nous, on pense que le travail reproductif, il est un préalable à la production, mais qu'il ne produit pas de plus-value, ou autrement dit qu'il n'a pas de valeur marchande, une simple valeur d'usage. C'est-à-dire que le travail domestique, il est immédiatement consommé. On va prendre un exemple simple, mais par exemple une chaise, si on la met en circulation, elle a une valeur marchande. Si je m'assois sur la chaise sur laquelle je suis, c'est une simple valeur d'usage. Et le travail, en gros, c'est cette distinction. Et ce désaccord, il va avoir plusieurs conséquences. C'est que pour les féministes radicales, le travail domestique, vu qu'il a une valeur marchande, et c'est là où on veut en venir, c'est donc qu'il y a un bénéficiaire qui tire profit de ce travail. Et il y a des différences au sein des féministes, de ces féministes, mais soit la personne qui en tire profit, pour elle, c'est l'employeur du mari, soit c'est directement les hommes de la famille qui profitent dans le foyer de ce travail rémunéré. Pour les féministes marxistes et pour nous, vu que le travail domestique, il a une valeur d'usage, il n'y a donc pas de rapport d'exploitation du travail domestique entre les employeurs et les femmes ou entre les femmes et leurs compagnons. Le compagnon ne tire pas en fait profit directement du travail domestique. Ça peut paraître être un peu un débat d'expertes sur valeur d'usage marchand du travail domestique, mais ça a ensuite des conséquences en fait sur le terrain politique, et que sans comprendre ça, on ne comprend pas les conséquences, comment ça se traduit politiquement.
c'est que les féministes radicales dans les années 70, du coup Federici, Marisa Della Costa, elles ont milité pour la campagne pour un salaire ménager, ça s'appelait du coup Wages for Housework en anglais, et selon leur logique, en revendiquant un salaire ménager, du coup dire voilà, que pour toutes les femmes, il fallait voilà, un salaire qui rémunérait nos activités qui sont invisibilisées, etc. Ça permettrait de visibiliser les tâches nécessaires et qui sont exploitées par le capital et que les femmes réalisent dans l'ombre gratuitement, c'est-à-dire rendre visible ce qui est invisible. C'est quelque chose qui a été critiqué par les féministes marxistes, mais aussi par une féministe comme Angela Davis. Elle a écrit un livre qui s'appelle Rage, genre, classe, et dans lequel il y a toute une partie en fait, qui est consacrée à cette question du travail domestique et à la question de la théorie cette question de la grève, de la campagne pour un salaire ménager. Et elle écrit dans son ouvrage Femmes Rascasses, elle écrit « Lorsque les femmes auront... » imaginons que ce truc aille jusqu'au bout, quoi. Lorsque les femmes auront réussi à imposer leur droit à un salaire pour les tâches ménagères, elles pourront réclamer une rémunération plus élevée et forceront ainsi les capitalistes à industrialiser le travail domestique. S'agit-il donc d'une stratégie de libération concrète ou d'un rêve irréalisable ? En effet, dans le but de donner une place stratégique aux femmes dans la lutte anticapitaliste, et là je cite Federici, qui, en tant que femmes, n'ont pas besoin de rejoindre les hommes dans les usines pour faire partie de la classe travailleuse et produire de la lutte anticapitaliste. En fait, elle théorise du coup l'élargissement de la définition marxiste du travail. Et elle déplace ainsi le sujet de la révolution qui n'est plus la classe ouvrière, mais toutes celles qui réalisent des tâches de reproduction. Du coup, en fait, toutes les femmes, parce que toutes les femmes, que ce soit les pauvres ou les petites bourgeoises ou les femmes plus bourgeoises, réalisent des tâches domestiques. Et elle gomme ainsi les contradictions de classe à l'intérieur du sujet femme. Vu aussi que le pilier, du coup, du capitalisme devient la reproduction, le centre névralgique pour affronter le capitalisme est déplacé dans les foyers et elles vont jusqu'à parler de révolution des cuisines, ça c'est Federici, ou de manière plus contemporaine de grève des foyers. Les féministes de la théorie de la reproduction sociale, elles ne partagent pas cette logique qui conduit du coup à une logique in fine classe d'hommes, classe de femmes, ainsi qu'à placer le cœur de la lutte anticapitaliste majoritairement en dehors des usines et des lieux de travail. Enfin, vous voyez dans la citation, elle dit clairement, en tant que femme, on n'a pas besoin de rejoindre les hommes dans les usines pour faire partie de la classe travailleuse et produire de la lutte anticapitaliste pour en fait justifier que pour être un sujet, en fait, on peut faire de la lutte anticapitaliste à partir de nos foyers, à partir du travail domestique. Les féministes marxistes, elles estiment que le travail de reproduction est intégré au système capitaliste d'exploitation et que le rapport antagonique principal est le rapport de classe. La revendication historique, qui est aussi la nôtre, qu'elles reprennent, c'est la socialisation des tâches domestiques. C'est une revendication qui existe depuis le début du XXe siècle, qui montre d'ailleurs que les marxistes et les trotskistes sont vraiment en fait intéressés à cette question et qui a été d'ailleurs portée par les bolcheviks en 1917. Et du coup, l'idée, c'est de dire qu'en mettant en place, par exemple, des cuisines et des laveries collectives, tout en partageant, c'est pas juste ça, quoi, mais aussi en partageant le temps de travail, en se réappropriant les moyens de production, en fait, il y aurait à la fois une meilleure répartition des tâches, une mécanisation aussi de certaines de ces tâches, et la possibilité pour chacun de réaliser différentes de ces tâches, de ces travaux au cours d'une journée, au cours d'une vie, etc. Dans leur manifeste pour les 99%, du coup, les féministes des 99% revendiquent deux phénomènes politiques, à la fois les journées de grève féministes depuis 2017, que ces militantes ont d'ailleurs participé à impulser aux États-Unis, c'était la Women's March, juste après l'investigation de Trump, et ce qu'elles appellent aussi les luttes de la reproduction sociale, c'est-à-dire toutes ces dernières années, les grèves de soignantes, dans l'éducation qui ont été nombreuses, et c'est-à-dire dans des secteurs de la reproduction qui ont été aussi particulièrement mis en avant pendant la pandémie. Elle milite ainsi pour le retour de la grève comme outil politique de lutte contre le système capitaliste, mais avec, vous verrez dans le manifeste si vous ne l'avez pas encore lu, mais avec une vision extensible de la notion de grève. C'est-à-dire en mettant sur le même plan une grève du travail salarié, qu'elles évoquent bien entendu, mais aussi les grèves du travail domestique, jusqu'à évoquer et citer la grève du sexe et du sourire, c'est-à-dire voilà, à partir du principe que comme en fait, sous le patriarcat, en fait, les femmes seraient... on est
voilà, dans un système patriarcal, ont en fait même tout ce qu'on pourrait dire le care, enfin tout ce qu'on de faire les filles gentilles, qui sourient, qui sont là pour apporter de l'attention, etc. à leur mari. En fait, voilà, il faudrait arrêter tout, quoi. Genre même, il faudrait arrêter de sourire, arrêter d'avoir des rapports sexuels, etc. quoi. Et c'est aussi cité dans ce manifeste. En quelque sorte, les grèves seraient bonnes et justes si elles servent l'objectif, enfin toutes en fait seraient justes si elles servent l'objectif final qui est, et là je les cite du coup d'un point de vue stratégique, réunir les mouvements existants et futurs en une large insurrection mondiale. Au final, les féministes pour les 99% qui tentent de répondre du coup tant au marxisme, ouvriérisme, au stalinisme qu'à la problématique intersectionnelle, et aussi en fait au féminisme radical, ça reste aussi limité par flou stratégique, parce que dire réunir les mouvements existants et futurs en une large insurrection mondiale, ça reste assez flou en termes de tâches politiques et de ce qu'il faudrait en fait pour arriver à ce but. Du coup, voilà, pour synthétiser un peu à nouveau, le féminisme des 99%, il a l'intérêt de réhabiliter le marxisme, de penser le système d'exploitation et l'oppression patriarcale comme un ensemble, mais stratégiquement, il reste faible. Et s'il faut penser la question de la reproduction, qui est une question importante, cela ne devrait pas en fait nous empêcher de penser la centralité de la production et les conséquences en termes stratégiques. Et là, je vais du coup amorcer ma troisième et dernière partie, et d'abord boire un peu. Alors, du coup, le féminisme pour les 99% de la grève internationale, je disais, voilà, elles mettent sur le même plan la question d'une grève salariée. Et pour développer une grève salariée, ça implique dans certains secteurs quand même l'arrêt voilà, de la production, avec des pertes considérables pour les capitalistes. Et dans tous les cas, ça constitue l'établissement d'un rapport de force entre les salariés et le patronat. Et elles mettent ça sur le même plan que d'autres grèves dont on ne peut pas nier qu'elles ont elles n'ont pas d'impact sur le capitalisme financier. Si vous ne faites pas le ménage pendant 1 ou 2 ou 3 journées chez vous, c'est soit vous qui allez faire le ménage le 4e jour, soit vous avec votre famille, mais il n'y a pas d'impact direct sur le capitalisme en termes de profit. Et cela, du coup, n'a rien à voir de parler même concrètement, de préparer aussi une grève dans une usine, enfin pour ceux qui travaillent, enfin vous voyez, c'est pas pareil de préparer comment tu prépares une grève collective dans une usine avec l'ensemble de tes salariés, de comment tu vas préparer une grève à la maison, etc. ou dans voilà plus des foyers ou domestiques. Et ça n'a pas non plus les mêmes conséquences en termes de perte de salaire déjà, et en termes aussi même de répression pour les travailleurs. Enfin, une grève de salariés dans une usine aussi, c'est aussi ensuite la répression patronale, etc. Pour elles, et en fait, pour les théoriciens de la reproduction sociale, la crainte en fait qu'elles ont, c'est qu'en parlant de centralité de la production, c'est-à-dire en assumant de parler de ça, ça reviendrait à reproduire une vision ouvriériste, où seuls les secteurs concentrés de la production auraient un rôle à jouer dans l'affrontement avec le capital. Qu'en fait, ce serait même d'un point de vue un peu moral, parler de centralité de la reproduction, ça voudrait dire automatiquement, d'une certaine manière, pour le dire comme ça, mépriser les grèves de la reproduction, etc. Or, ce que nous voulons dire quand on parle de centralité de la classe ouvrière, c'est avant tout l'idée que c'est la classe ouvrière, de par sa position dans le processus de production capitaliste, qui peut renverser le système. Et cela inclut l'ensemble de la classe ouvrière, et y compris les secteurs de la reproduction sociale. Qui dit centralité de la classe ouvrière ne veut pas dire déjà uniformité et unité de la classe, et cela implique donc de construire des ponts et des alliances entre les différents secteurs. C'est-à-dire que les marxistes sont conscients que ce n'est pas que dans le monde du travail, et vous avez dû le voir dans tous les topos à travers l'UDT, il y a à la fois des travailleurs, je sais pas, les cheminots, c'est pas la même chose que les travailleurs de la sous-traitance, c'est pas la même chose les enseignants que les travailleurs dans une raffinerie, etc. Et qu'évidemment, ils n'ont pas non plus les mêmes revendications, les mêmes conditions de travail, et qu'il y a justement une unité à construire entre les différents secteurs de la classe. Et c'est seulement quand on est amené à considérer quels secteurs sont à même de paralyser le système et avec quelle puissance, qu'on distingue, nous les marxistes, une différence de rôle politique entre les secteurs de la production, de la circulation et ceux de la reproduction sociale. Il est important déjà contre l'idée dominante de rappeler aussi, parce que c'est aussi une adaptation des courants en fait, féministes aussi des 89% ou d'autres, parce que les courants des féministes des 89% sont aussi très proches de courants comme le NPA, etc. C'est de nier le fait qu'en fait existe encore une classe ouvrière. Et du coup, il est important aussi de rappeler qu'en fait, aujourd'hui, il existe
en fait, des centres de production, de la production capitaliste. Il existe en fait dans l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, et il existe aussi dans la circulation, comme les transports, le commerce ou la logistique. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tout un tas de théoriciens qui tendent à nier qu'aujourd'hui, en fait, on serait dans une période de flux total, où en fait, il n'existe plus du tout de centre de production et que tout le monde est un auto-entrepreneur, ou qu'il n'y a plus du tout d'unité de production où il y aurait des centres de production ouvriers. Alors qu'aujourd'hui, tu as des centres de production logistique, ou même on a des camarades coréens qui sont là, où il y a des entreprises d'automobiles avec 40 000 ouvriers concentrés dans une usine. Du coup, il y a des secteurs de la production capitaliste réelle et tout. Et ces secteurs ont le pouvoir d'interrompre la production de marchandises et en ce sens d'affecter tant le profit capitaliste que les secteurs des services ayant une position stratégique. Les travailleurs de l'éducation et de la santé, c'est-à-dire de la reproduction sociale, eux n'interrompent pas la production ou la circulation des biens, mais ils entretiennent une relation quotidienne avec la population et en particulier avec les travailleurs dont ils gardent les enfants, dont ils s'occupent de tout le monde, de leur santé et de l'éducation, et entretiennent aussi un lien particulier avec les couches inférieures de la classe ouvrière. Et c'est sur la base de ce lien quotidien que ces travailleurs peuvent déployer une politique à l'adresse des différents secteurs de la population. Pour résumer, qui dit centralité de la classe ouvrière ne veut donc pas dire qu'il n'y a pas une politique spécifique à penser pour construire des ponts entre les différents secteurs de la classe et leurs revendications, que ce soit les secteurs de la production, de la reproduction sociale, besoin d'une politique pour combiner les différents potentiels de ces différents secteurs et aussi articuler les revendications de classe avec les revendications démocratiques et des mouvements sociaux. Et ce que je viens de décrire, en fait, c'est ce qu'on appelle la construction de l'hégémonie de la classe ouvrière, c'est-à-dire comment faire pour que la classe ouvrière développe une capacité de direction des différents secteurs de la classe et de tous les opprimés. La spécificité de la classe ouvrière, déjà aujourd'hui, c'est qu'elle est beaucoup plus nombreuse qu'avant et qu'elle est composée à presque 50% de femmes ainsi que de personnes racisées, de personnes LGBT, tout en étant extrêmement divisée par une grande diversité de situations. Ça rend plus poreuses les relations entre les revendications de classe et celles des autres mouvements de lutte contre les oppressions. Je rappelle l'exemple que je citais au tout début de mon topo sur les États-Unis, entre Black Lives Matter et la Generation Union. Ainsi, lorsqu'on défend les revendications du mouvement des femmes, par exemple, on défend aussi les revendications de la classe ouvrière, vu que les femmes représentent plus de 40% de la population salariée. Et contrairement à ce que laisse entendre le féminisme pour les 99%, cette porosité, et c'est là où c'est un peu subtil, mais c'est que cette porosité entre le mouvement des femmes et le mouvement ouvrier ne veut pas dire qu'automatiquement le mouvement des femmes et le mouvement ouvrier vont s'unir ainsi que leurs revendications. Pourquoi ? Parce qu'en tant que marxiste révolutionnaire et à la lumière aussi des épisodes de lutte des classes du XXe siècle, on sait que les luttes sociales, démocratiques, populaires et anti-impérialistes qui ne se développent pas en fait dans le sens d'une lutte pour le pouvoir de la classe ouvrière peuvent être interrompues, détournées et aussi défaites. Elles le sont par à la fois les forces réactionnaires, mais aussi par les directions syndicales, les directions petites bourgeoises des mouvements sociaux et de la classe ouvrière. Et en fait, notre défi, c'est à la fois de rendre visible cette relation entre le mouvement ouvrier et le mouvement des femmes explicite, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui 47%, je sais pas combien, enfin voilà, presque 50% de la classe ouvrière est composée de femmes, de personnes racisées, de personnes LGBT, et il y a un lien en fait entre la question des revendications sur les oppressions des mouvements sociaux et les revendications du mouvement ouvrier, mais aussi que cette question il faut aussi l'articuler à une politique stratégique qui cherche à unir le mouvement des femmes et le mouvement ouvrier en ne pensant pas qu'en fait ça va se faire de manière spontanée et en allant au-delà de la logique de revendication séparée qui ne remettent pas en question le capitalisme comme système global. C'est pour ça qu'en fait, et ça aussi on en a beaucoup, je pense que vous en avez pas mal entendu parler dans les différents topos, qu'il nous faut d'un côté convaincre du coup les travailleurs de la nécessité de la lutte politique contre la bureaucratie syndicale. C'est ça que je veux dire quand en fait le mouvement ouvrier et le mouvement féministe, le mouvement des femmes, ça ne se fait pas de manière spontanée. C'est que par exemple dans le mouvement ouvrier, il y a la bureaucratie syndicale, corporatiste du coup du mouvement ouvrier qui elle fait en sorte en fait tout le temps de maintenir une séparation arbitraire et fonctionnelle au capitalisme entre les demandes économiques des travailleurs et les demandes démocratiques qui affectent des secteurs plus larges.
Du coup, il y a une nécessité de convaincre en fait, les travailleurs de la nécessité de s'auto-organiser pour contrôler les moyens de production, les modalités de leur lutte, et de défendre et porter les revendications démocratiques et sociales de l'ensemble des secteurs opprimés de la société. Et de l'autre côté, il nous faut aussi intervenir, et ce qu'on fait avec Du pain et des roses aussi, convaincre une partie du mouvement des femmes et du mouvement LGBT de la lutte politique aussi contre les directions de la nouvelle vague féministe, qui en fait nie ce rôle stratégique et de la puissance des secteurs concentrés de la classe ouvrière contre le capital, et aussi subordonne nos luttes démocratiques à une perspective réformiste qui est limitée et utopique dans le cadre du capitalisme tel qu'on le connaît et du niveau de crise. C'est pour ça que la tâche des militantes révolutionnaires, pour nous, n'est pas de développer un mouvement de masse féministe qui est par nature interclassiste et n'est pas par nature révolutionnaire, comme le conçoivent les féministes pour les 99%. C'est-à-dire voilà, que pour elles, à partir de... C'est un peu tout ce qui bouge et rouge, quoi. À partir du mouvement en fait, où il y a un mouvement, où il y a de la lutte, ce serait en fait en soi un mouvement révolutionnaire. Mais en fait d'y intervenir avec une politique de fraction dotée d'une stratégie révolutionnaire pour entraîner des secteurs dans l'affrontement contre le capitalisme. Et ça a une importance extrêmement stratégique parce que sinon, le mouvement sera dévoyé et coopté par les organisations réformistes et libérales qui dirigent ces mouvements. Comme on l'a vu quand on a évoqué, du coup, au début, quand je racontais en fait d'où vient l'intersectionnalité, etc. Quand on a évoqué les années 60-70, le mouvement, on voit que le mouvement révolutionnaire est arrivé peu préparé pour affronter les révoltes en cours, affaibli par le stalinisme qui était dominant et divisé stratégiquement, et sans organisation politique éprouvée à même d'intervenir avec des forces et un certain poids dans le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux qui se développaient. Et afin de ne pas se retrouver désarmés quand arriveront des soulèvements qui ne vont pas manquer d'arriver dans les prochaines années, nous pensons que nos tâches sont avant tout de chercher, à la lumière du coup de l'étude des expériences révolutionnaires passées, à accumuler des bastions politiques tant dans le mouvement ouvrier que le mouvement étudiant ou le mouvement féministe, afin de contribuer à essayer d'armer stratégiquement notre classe. C'est en cela que la construction du parti est une tâche centrale en tant qu'outil pour armer stratégiquement la classe ouvrière, lui permettre de se coordonner et aussi de s'adresser politiquement et programmatiquement à l'ensemble de la société. Pour conclure, on voit que tant la problématique intersectionnelle que la théorie de la reproduction sociale sont des tentatives de répondre à la version stalinisée du marxisme, au féminisme radical qui donne la priorité absolue à la domination patriarcale, ou encore au féminisme postmoderne qui abandonne toute perspective de transformation collective de la société. Pourtant, l'un comme l'autre échoue à offrir une stratégie politique à même de transformer le réel. Et face à ça, les organisations d'extrême gauche pêchent soit par ouvriérisme, pour ce qui est de lutte ouvrière, qui a intégré la version stalinisée du marxisme et considère la question des oppressions comme accessoire, soit par adaptation à l'esprit du temps, comme le NPA, qui s'est adapté au discours sur la disparition de la classe ouvrière, et de sa centralité au discours populiste, du coup, voilà, les 99% contre les 1%, a abandonné la perspective de la prise du pouvoir par la classe ouvrière, et du coup, dans la réalité, et peut-être que vous l'avez déjà expérimenté si vous avez déjà participé à des mouvements, des luttes, etc., défend tous les mouvements sociaux, sans mettre au cœur la question de l'unité, du coup, de ces différents mouvements sociaux, avec la force, l'impact, enfin la force sociale, la puissance de la classe ouvrière pour la défense d'un programme révolutionnaire. Nous, on pense que c'est ce qu'un marxisme stratégique et vivant, en prise avec les débats contemporains, permet de faire. Il nous offre les outils théoriques pour construire un féminisme lutte de classe, un féminisme pour et à partir de la classe ouvrière, c'est-à-dire du sujet social que le capitalisme met dans la position stratégique pour son fonctionnement et aussi qui est à même de le renverser. Et le défi qui est le nôtre, c'est celui d'intervenir dans le mouvement des femmes et le mouvement LGBT, qui sont voilà, un phénomène historique, politique, social et idéologique vivant. C'est pour ça qu'on se doit aussi de discuter avec les théories de l'intersectionnalité, la reproduction sociale, de voir ce qu'en fait les points d'accord qu'on a et ensuite les limites. Et du coup d'intervenir dans ce phénomène afin d'en développer les tendances les plus radicales, anticapitalistes et combatives. Et ce, contre l'influence majoritaire du réformisme, afin d'arriver à converger vers les masses les plus exploitées. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, la classe ouvrière finira par se diluer dans un mouvement impuissant et incapable de dépasser l'horizon qui est très limité des réformes. Parce que, en fait, pour
continue de conclure. Pour l'instant, le néo-réformisme et d'autres courants de gauche modérés ont l'intention de tirer profit des mobilisations et grèves féministes pour les partis du régime contre la droite et l'extrême droite. Et c'est quelque chose qu'on voit dans énormément de pays. Là, je vais citer l'État espagnol, les États-Unis et le Chili, où il y a eu en fait d'importants mouvements des femmes. Par exemple, on voit que dans l'État espagnol, c'est ce qu'a réussi à faire Podemos avec la mobilisation féministe qui a été totalement en fait déviée sur le terrain des institutions. Le Parti démocrate américain, lui, a encouragé les candidatures de femmes latines, musulmanes, indigènes, lesbiennes, etc. Et aujourd'hui, on voit que ce Parti démocrate est celui-là même qui est totalement en fait impuissant et incapable de proposer un plan de lutte contre le droit pour le droit à l'avortement. Et plus récemment encore, au Chili, où il y a eu quand même des phénomènes très avancés de lutte des classes, avec une grève générale qui a mené le gouvernement quand même à devoir faire un accord de paix, et où le mouvement des femmes est très important, avec une coordination féministe du 8 mars à l'échelle nationale, etc., où le mouvement de masse est aussi en train d'être canalisé par le nouveau gouvernement de gauche de Gabriel Boric sur le terrain de la nouvelle constitution, poussant les femmes à confier leur sort à ce gouvernement et à déserter la lutte. Du coup, la situation politique, elle est encore très très largement ouverte et les jeux sont lancés. Et qui dit crise politique et idéologique veut dire aussi recomposition politique, et elle peut inclure celle de la reconstruction d'une extrême gauche combative qui parvient à convaincre et organiser des travailleurs et des jeunes, des femmes, des personnes LGBT, des personnes racisées, avec comme perspective la lutte pour une autre société. Et la question, on le disait aussi dans d'autres topos, c'est aujourd'hui en fait quel marxisme et qui va représenter en fait le trotskisme et le marxisme en fait dans les prochaines années. Est-ce que ça va continuer d'être un marxisme ouvriériste qui ne prend pas en compte la question des oppressions, etc., comme lutte ouvrière, ou est-ce que le NPA qui en fait défend une espèce de somme de mouvements sociaux mais qui ne parvient pas en fait à proposer une stratégie et donc projet politique aujourd'hui n'attire plus, n'arrive pas à s'adresser en fait jusqu'au bout à la radicalité qui s'exprime. Et en fait tout ça dépend de notre capacité à nous ici en fait à intervenir en fait dans la prochaine période, à faire de la politique, et c'est pour ça que je vous invite à rejoindre DPDR et RP.